monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette édition spéciale largement consacrée à Donald Trump. L'ancien et nouveau président américain est investi ce 20 janvier et son retour promet des transformations majeures de l'ordre mondial, des bouleversements dont l'Europe et ses dirigeants pourraient bien faire les frais. Nous reviendrons également sur le premier succès effectif de Donald Trump, la trêve qui a débuté en Palestine avec les premiers échanges d'otages et de prisonniers. Et puis nous terminerons par un retour en France où s'est déroulé dimanche à Paris la Marche pour la vie, une mobilisation à l'heure où les questions sociétales pourraient refaire surface à la faveur du blocage politique suscité par Emmanuel Macron. Donald Trump reprend possession de la Maison-Blanche. Ce lundi, le 45e président des États-Unis est devenu le 47e président des États-Unis. Cap sur l'investiture et sur ses conséquences tout de suite. Pas une minute de perdu. Voilà comment le retour au pouvoir de Donald Trump pourrait s'annoncer. Depuis sa réélection en novembre dernier, gagnant aussi bien avec le vote de grands électeurs que le vote populaire, l'inclassable milliardaire trépigne d'impatience de reprendre la main. Dans l'ombre, il n'aura pas attendu pour œuvrer pour la paix au Proche-Orient, comme nous le verrons dans quelques instants. Cette soif de pouvoir a pu déjà se faire entendre dimanche, veille de l'investiture, lors d'un meeting à Washington, l'occasion de réaffirmer les fondamentaux. Starting tomorrow, I will act with historic speed and strength and fix every single crisis facing our country. We have to do it. We're not going to have a country left. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet. Liquid gold. Un retour aux fondamentaux et à l'essentiel que Donald Trump ne devrait pas perdre de vue pour poursuivre son objectif, rendre à l'Amérique sa grandeur. Dans sa besace pour y parvenir, rien de moins que l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Le patron de SpaceX était de la partie dimanche. Invité à prendre la parole, celui qui milite pour la liberté d'expression sur X a eu quelques difficultés à trouver ses mots, un peu à l'image de son ancien acolyte et PDG de Palantir, Peter Thiel. This victory is the start, really. What matters going forward is to actually make significant changes, cement those changes, and set the foundation for America to be strong for a century, for centuries, forever. Rendre à l'Amérique sa grandeur pour toujours. Le programme du mandat de Donald Trump ne sera donc pas de tout repos, comme l'investiture elle-même qui a nécessité un dispositif de sécurité historique. Et pour cause, Donald Trump a déjà échappé à au moins 2 tentatives d'assassinat. Le patron du Secret Service a affirmé que les conséquences de l'attentat du 13 juillet, qui avait blessé le futur président et assassiné un homme dans le public, avaient été tirées. Ainsi, la ville de Washington ressemble à une ville fantôme avec un dispositif exceptionnel. 25 000 policiers militaires sont déployés en plus des 8 000 membres de la garde nationale et d'un grand nombre de snipers disposés sur les toits avec des fusils à longue portée. À cela s'ajoutera bien sûr la sécurité aérienne avec des drones et des hélicoptères reliés en direct à un centre de gestion. Au sol, 48 km de barrières anti-escalade de 2,40 m de haut ont été installées autour du Capitole dans lequel se tient la cérémonie d'investiture en raison des températures glaciales qui frappent la capitale américaine. Un détail qui ne manque pas de saveur quand on se souvient de l'affaire du 6 janvier 2021, largement montée en épingle par les médias pour nuire à Trump. Une manœuvre qui n'aura pas empêché sa réélection au terme d'une campagne où le candidat républicain aura montré une grande pugnacité, promettant de réussir là où il avait échoué la première fois, notamment pour drainer le marécage. Comme un symbole, Joe Biden, ou ce qu'il en reste, aura profité de ses dernières heures au pouvoir pour gracier, non pas son fils Hunter, puisque c'est déjà fait, mais l'ancien monsieur Covid américain, à savoir Anthony Fauci, ainsi que l'ancien chef d'état-major des armées, le général Mark Milley. Des grâces préventives visant donc à empêcher Donald Trump ou son entourage, à l'image de Robert Kennedy Jr.,
de les poursuivre. Objectif donc, mettre le couvercle sur les scandales autour de la crise sanitaire et de l'émergence du virus SARS-CoV-2, ainsi que sur les opaques mécanismes de guerre en Ukraine. Une étonnante initiative de Joe Biden, pourtant toujours présentée dans le camp du bien par les médias du système, pendant que la diabolisation de Donald Trump et son entourage tourne à plein régime, y compris outre-Atlantique. Dans ce cadre, les commentaires des Parisiens à la veille de l'investiture présidentielle aux États-Unis ne déçoivent pas. C'est beaucoup de on verra, peu de certitude malheureusement, mais ça reste bien évidemment mieux qu'une investiture de Kamala Harris. C'est pas signe de progrès social pour le monde entier, parce que c'est un arriéré mental déjà, je pense. C'est un peu inquiétant pour une histoire de démocratie et globalement par rapport aux relations internationales. Il est intelligent pour réussir dans le business, de là à dire qu'il est intelligent pour un peuple ou une nation, c'est autre chose. On verra ce qu'il va dire par rapport à l'Union européenne, puisque manifestement les États-Unis contrôlent plus ou moins la France via l'Union européenne. C'est dramatique de déréguler à ce point-là aussi bien la finance que le numérique. Enfin, je trouve que c'est des choses qui sont très importantes pour le futur, mais qui doivent être cadrées, quoi. On ne peut pas juste laisser 3 ou 4 milliardaires décider du sort de la planète, quoi. Vu que c'est le président avec zéro guerre, j'imagine qu'il va plus se concentrer sur le continent américain et l'Amérique du Sud. J'espère du coup qu'il mettra la pédale douce sur la zone d'influence européenne, sur le Moyen-Orient, sur l'Asie. Quand j'ai lu notamment simplement qu'il voulait créer des droits de douane avec le Canada et le Mexique, il n'y a pas de droits de douane, un peu comme l'Union européenne. C'est comme si nous on décidait demain de mettre des taxes pour ceux qui viennent, pour les produits qui viennent de Belgique ou de l'Allemagne. C'est complètement fou. Donc plus les projets d'annexion, enfin, c'est dingue, quoi. Je trouve ça un peu grave qu'on essaye encore de changer le monde alors que comme ça, parce qu'il y a quand même des problèmes, mais le fait que les États-Unis veulent aller s'emparer encore une fois d'un territoire, ça pose quand même assez de problèmes, je trouve. Pour moi, ça relève de la psychiatrie. Dans le monde de la multipolarité, que les grandes puissances essayent de maîtriser le mieux possible et le plus explicitement possible leur zone d'influence, la Chine avec les pays voisins, la Russie avec les pays voisins. Donc là, du coup, Trump va faire la même chose avec les États-Unis. Si on parle de pure morale, c'est moyen. Il ne faut pas être hypocrite. Si on parle maintenant de géopolitique pure et dure, j'ai l'impression que c'est le sens de l'histoire. Si la France était un pays souverain et intelligent, on aurait bossé avec Donald Trump et on aurait pris le Québec. Elon Musk, c'est pas une personne qui est très saine d'esprit sur certains points, j'ai l'impression. Donc le fait qu'il ait un impact sur un pays comme les États-Unis, c'est un peu inquiétant pour l'avenir, pour les relations entre les États-Unis et les autres pays. Le fait qu'il soit au pouvoir pour dégraisser la fonction publique aux États-Unis n'a rien de bon dans un pays où les progrès sociaux sont très limités déjà. Elon Musk, il ne faut pas oublier qu'il y a 4 ans, il était pro-démocrate. Alors je ne sais pas si avec ses histoires familiales, ça explique le fait qu'il se soit rangé côté Trump. On verra, ça reste pour moi une vague qui me fait un peu peur, qui est la vague libertarienne. Alors les libertariens aux États-Unis, ça peut avoir du sens avec les valeurs américaines. J'espère juste que, on va dire, ce ne soit pas quelque chose de libertarien, bête et méchant à échelle mondiale, qui là pour le coup me ferait un peu peur et ne vaut pas mieux finalement que les mondialistes. Des inquiétudes vis-à-vis de la politique de Donald Trump et son entourage souvent mal exprimées, mais pas toujours infondées. En effet, si le nouveau président pour ce second mandat devrait se lancer à corps perdu dans la défense de son pays, il est probable que les autres espaces économiques mondiaux en fassent les frais, à commencer par les plus fragiles comme l'Union européenne. Déjà très à la peine, en raison de la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine manigancée par les néoconservateurs démocrates autour de Joe Biden, l'Europe pourrait se voir infliger d'importants droits de douane par Washington, dont l'extraterritorialité du droit fait déjà des ravages. Des ravages permis avant tout par la naïveté ou la corruption des élites européennes qui montent subitement au créneau contre Elon Musk, comme le rappelait le député du RN Guillaume Bigot. Thierry Breton et Emmanuel Macron nous expliquent qu'Elon Musk et Donald Trump mettent en péril l'indépendance de l'Europe. Mais où étaient-ils lorsque l'ambassade des États-Unis finançait et diffusait le communautarisme dans nos banlieues ? Ceux qui ont appointé des cabinets américains comme McKinsey en leur confiant des données du gouvernement français, ceux qui ont déposé les données de santé des Français dans le cloud Microsoft, ceux qui ont vendu nos turbines à General Electric, feignent aujourd'hui de découvrir l'extraterritorialité et in fine l'impérialisme d'une Amérique dont ils étaient encore hier les premiers promoteurs. Allons,
S'alarmer des effets du réseau social X, n'est-ce pas dérisoire, chers collègues, lorsque l'on sait que le Patriot Act oblige les entreprises américaines à transmettre à leur gouvernement toutes les données collectées à l'étranger ? Une Europe totalement démunie, pour ne pas dire soumise aux États-Unis, avec ou sans Trump donc. De quoi expliquer pourquoi la gestion de la présence à l'investiture du nouveau président a fait débat dans les rangs français. En effet, si Éric Zemmour, le président de Reconquête, et son unique député européen Sarah Knafo avaient intérêt à communiquer sur leur présence aux États-Unis pour assister à l'événement, à l'instar de Marion Maréchal, les partis plus proches du pouvoir ont sans doute considéré qu'ils devaient s'imposer davantage de prudence. Ainsi, Marine Le Pen a choisi d'envoyer des représentants du Rassemblement national, dont Louis Alliot, le maire de Perpignan. Une prise de distance qui montre que la présidente du mouvement s'attendait à être attaquée si elle se rendait sur place, précisément sur la politique économique agressive de Trump. Il n'en reste pas moins que beaucoup de personnalités seront de la partie, à l'image de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, qui représentera donc l'Italie, alors que, rappelons-le, la botte est fort bien pourvue en termes de base américaine sur son sol. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, sera sans nul doute le dirigeant européen qui aura le plus œuvré pour le rétablissement de la paix en Ukraine, notamment quand il aura profité de la présidence tournante de l'UE, désormais pour la Pologne. La question ukrainienne est, quoi qu'il en soit, maintenant entre les mains du nouveau président américain, avec une volonté affichée d'en finir avec la guerre au plus vite. Un positionnement difficile à diaboliser pour la presse, qui poussera toutefois la France d'Emmanuel Macron à prendre le contre-pied en manifestant un soutien toujours plus belliqueux pour Zelensky, au mépris de tous nos intérêts. Reste donc à savoir aujourd'hui si Donald Trump nuira davantage à l'Europe que ses propres dirigeants. La trêve israélo-palestinienne à l'épreuve de la réalité. Alors qu'un accord a été conclu notamment sous l'égide des États-Unis, un ministre israélien a déjà démissionné et la mise en place du cessez-le-feu est compliquée. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Une trêve entravée. Le cessez-le-feu en Palestine ne se passe pas sans difficulté dans la bande de Gaza. La libération de 33 otages israéliens en échange de centaines de prisonniers palestiniens et un renforcement de l'aide humanitaire a déjà débuté, mais des combats ont encore lieu ici et là. Et pour cause, l'arrêt total et immédiat des combats est assez rare dans ce type de conflit, d'autant que si les forces israéliennes en présence sont des forces régulières, le caractère éparse des forces palestiniennes, faites d'organisations armées de type milice et parfois de cellules plus proches du terrorisme, rend délicat une sortie rapide de l'état de conflit. La première phase a vu la libération de 3 otages israéliens en échange de 90 prisonniers palestiniens, principalement des femmes et des mineurs. Ce processus a été marqué par des célébrations de part et d'autre. La première phase de l'accord doit durer 42 jours et des négociations sont toujours en cours pour les phases suivantes et les modalités de libération. Le démarrage du processus de libération, justement, a été retardé de près de 3 heures en raison de la publication tardive par le Hamas de la liste des otages israéliens à libérer. Israël a donc repris ses frappes aériennes sur Gaza en réponse au retard, tuant plusieurs personnes. Au niveau de la sphère politique israélienne, Benjamin Netanyahou pourrait être lâché par sa droite. Ainsi, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a démissionné du gouvernement, fragilisant la majorité qui ne comporte plus désormais que 63 des 120 sièges que compte la Knesset, le Parlement israélien. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, pourrait aussi démissionner, même s'il ne s'y est pas résigné pour l'heure. Les regards se tournent donc vers Benjamin Netanyahou, qu'on pourrait penser susceptible de repartir en guerre pour retrouver une majorité plus forte, mais une telle équation ne semble pas évidente. Ainsi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, estime-t-il que Trump ne laissera pas Netanyahou faire machine arrière. Le président élu tient une première victoire diplomatique et ne voudra pas la perdre pour sauver la peau du chef de gouvernement israélien. Ce dernier se trouve dans une situation délicate car, renversé, il risquera de se retrouver devant les tribunaux pour de multiples affaires de corruption et il est désormais poursuivi aussi par la justice internationale. L'accord de cessez-le-feu, conclu avec l'appui des États-Unis, de l'Égypte mais aussi du Qatar, est en pratique précaire car tributaire d'éléments de terrain instables, mais il pourrait être considérablement consolidé par la détermination de Trump à conserver sa première victoire diplomatique. Restent désormais de nombreuses difficultés logistiques et humanitaires
qui accompagnent ce processus. La reconstruction et l'acheminement de nourriture ainsi que de produits sanitaires sera crucial dans les semaines à venir, alors qu'une partie de la population arabe souffre de la faim et que les hôpitaux manquent d'à peu près tout. Les différentes factions palestiniennes devront aussi trouver un terrain d'entente pour éviter de voir ressurgir des initiatives isolées qui remettraient en cause l'arrêt des combats. La Marche pour la vie a investi Paris. Dimanche, comme chaque année depuis 2005, les militants pro-vie se rassemblaient dans la capitale. L'occasion de sensibiliser les Français aux questions sociétales, souvent instrumentalisées par les pouvoirs politiques à la dérive. Louis Torcy était sur place. Ils étaient plus d'une dizaine de milliers à défiler pour défendre la vie dimanche. Un rendez-vous d'autant plus crucial qu'il côtoyait les 50 ans de la loi Veil. L'occasion de fouler le sol de la capitale autour du Trocadéro avec des Français venus des 4 coins du pays. Chars, pancartes et banderoles défiaient le froid hivernal pour défendre des conditions chevillées au corps. Si j'avais un conseil à donner, même si je suis vraiment toute petite, ce serait de rentrer dans sa conscience et de se dire mais en fait qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que fondamentalement c'est en raccord avec ce que je suis ? Et si on n'a pas cette réponse à cette question, c'est creuser ce qu'on est, savoir qui on est et on verra que ça ne sera pas en raccord en fait. Voilà. Nous avons également demandé aux manifestants s'ils avaient un message à transmettre à leurs parlementaires. Je leur demanderais de regarder ce que c'est qu'un avortement. Je leur demanderais d'assister à un avortement pour qu'ils voient la monstruosité de l'acte. Parce que je pense qu'on l'a banalisé et que les gens ne se rendent même plus compte que c'est monstrueux. Cette année, les manifestants redoutaient la perspective du projet de loi sur la fin de vie, initié par Gabriel Attal et repris par François Bayrou lors de son discours de politique générale. Nous n'oublions pas non plus les menaces sur la fin de vie, avec une nouvelle proposition de loi qui pourrait être étudiée dans les semaines à venir et qui permettrait euthanasie et suicide assisté. Nous y sommes opposés. Une manifestation marquée par la forte mobilisation des jeunes venus exprimer leurs inquiétudes face à un débat qu'ils jugent crucial pour l'avenir de la société. Je pense que c'est très important de défendre la vie, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe et l'arrivée notamment potentiellement de l'euthanasie plus tard. Et le message que j'ai pour les parlementaires, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde et qu'il faut qu'ils prennent plus en compte nos voix parce qu'on a le sentiment souvent d'être un peu oubliés par eux et qu'ils essayent de nous museler. Et on voit aussi notamment qu'il y a beaucoup de jeunes, donc ça veut dire que la jeunesse dont je fais partie, on est l'avenir et c'est une question qui nous tient à cœur, donc il faut nous écouter. Dans la foule de manifestants, nous avons également pu interroger certaines personnalités publiques comme Jean-Frédéric Poisson ou le président de la marche, Nicolas Tardy-Joubert. Traditionnellement, cette marche pour la vie accueille énormément de représentants de la génération qui suit. C'est d'ailleurs un grand motif de joie pour nous parce qu'on voit bien que les jeunes qui nous suivent ont compris tous les enjeux qu'il y a derrière la défense de la vie et de la dignité de la personne humaine. Et à chaque fois que je viens ici, je vois que le nombre de jeunes ne faiblit pas, la proportion ne faiblit pas. Donc c'est très encourageant pour nous, ça nous invite à continuer le combat bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait de très nombreux jeunes qui soient là aujourd'hui ? La jeunesse, c'est le futur, donc c'est important qu'il y ait beaucoup de jeunes. Le message, c'est de défendre la vie depuis sa conception jusqu'à la fin de nos jours. L'avortement est très enquisté dans la société française. Donc nous avons heureusement des jeunes qui ont compris le mal que c'était et qu'il fallait faire autre chose et proposer la vie dans ce secteur-là. Donc oui, je pense qu'on peut être plein d'espérance, avoir de l'espoir. Et le fait que les jeunes s'engagent aujourd'hui, viennent à la marche pour la vie, où ils sont très nombreux, s'engagent ensuite dans des associations et plus tard des responsabilités, est prometteur pour la France. Philippe de Villiers, ancien ministre et fondateur du Puy du Fou, a également donné un discours appelant les manifestants à défendre la civilisation française. Mais moi je vous dis, vous êtes l'avant-garde. Vous êtes la marche de l'anticipation. Vous êtes la marche des éclaireurs. Vous êtes en avance. Et les plus jeunes d'entre vous se diront dans 20 ans, dans 30 ans, nous y étions. Vous n'êtes pas la marche de la vie, vous êtes la marche de la survie.
Et partons à présent faire un rapide tour de France. Le millésime 2025 de la Légion d'honneur tourne à la Légion d'horreur. Parmi les personnalités récompensées se trouvent de nombreux fidèles du président qui ont tous des casseroles. Parmi elles, on trouve Marlène Schiappa, mise en cause dans l'usage du fonds Marianne sur la laïcité, et l'ancien ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudéa-Castéra qui s'était mis à dos les enseignants en critiquant les grèves dans les écoles publiques. D'autres petits lieutenants du macronisme sont également présents, Olivier Dussopt, Sylvie Goulard ou encore Stéphane Courby. Déjà largement discrédité par sa distribution systématique à des sportifs, la décoration républicaine semble de plus en plus faire office de breloque de régime bananier, où sont remerciés les copains. La vérité sur l'affaire Robert Boulin va-t-elle éclater ? Vendredi 10 janvier, Claude Guéant, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, a été entendu comme témoin par un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête sur la mort de Robert Boulin en 1979. Une enquête ouverte en 2015 à la demande de sa fille Fabienne Boulin-Burja. Rappelons que le 30 octobre 1979, le corps de Robert Boulin, alors ministre du Travail et maire de Libourne, est retrouvé sans vie dans un étang dans les Yvelines. Claude Guéant a déclaré se souvenir que ce matin-là, il était conseiller technique au ministère de l'Intérieur et qu'une réunion d'urgence avait été organisée à 8h du matin après la découverte du corps de Robert Boulin dans la nuit. Problème, les procès-verbaux de l'époque mentionnent une découverte du corps à 8h40. La déclaration sur une découverte macabre dans la nuit est donc incohérente. Pour l'avocat de la famille Boulin, cette incohérence accrédite l'hypothèse d'un assassinat déguisé en suicide. Des liens douteux entre un médecin reconnu et l'industrie pharmaceutique, mais validés par le Conseil d'État. Dans une décision publiée samedi, la plus haute juridiction administrative s'était prononcée en novembre dernier sur le cas d'Olivier Hanon. Ce chef du service de gérontologie de l'hôpital Broca à Paris avait doublé sa rémunération de médecin public avec des conventions payées par des entreprises privées de l'industrie pharmaceutique. Depuis 2011 et le scandale du Mediator, les industriels ont l'obligation de déclarer les conventions avec les médecins. Or, dans le cas d'Olivier Hanon, plus de 40 omissions sur la seule année 2017 ont privé son employeur, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, de la possibilité d'exercer son contrôle. Le laboratoire Novartis représentait environ un tiers des prestations du gériatre. Le Conseil d'État a pourtant mis hors de cause Olivier Hanon. Ses prestations portaient sur un sujet trop peu enseigné dans les facultés de médecine. Le Conseil d'État semble s'opposer lui-même en législateur en créant les exceptions à la loi. La situation est toujours dramatique à Mayotte. 5 semaines après le passage dévastateur du cyclone Chido, la rentrée des enseignants a eu lieu ce lundi, malgré des conditions difficiles. Le recteur de l'académie déclare que sur les 221 écoles administratives, 39 sont inutilisables et 5 établissements secondaires sont fortement affectés. La rentrée des élèves est prévue pour le 27 janvier. Parallèlement, l'Agence régionale de santé, l'ARS, a recensé un cas de choléra. Le patient a été pris en charge rapidement au centre hospitalier de Mayotte afin de stabiliser son état. Les premières enquêtes de l'ARS ont révélé que le patient avait contracté le choléra lors d'un vol en provenance d'Afrique centrale. Et l'on poursuit avec l'actualité en bref. TikTok à la chic coupée aux États-Unis. Samedi soir, la société chinoise ByteDance a fermé l'accès à sa plateforme TikTok aux 170 millions d'utilisateurs américains. Il s'agissait de se conformer à une loi adoptée en 2024, adoptée par le désormais ancien président Joe Biden. Mais dès le lendemain, dimanche, Donald Trump a annoncé qu'il allait suspendre la loi pendant 90 jours. L'idée est de laisser à la société ByteDance le temps de trouver un repreneur américain pour la branche locale de TikTok. De là à imaginer que le patron de X, Elon Musk, pourrait casser sa tirelire. Berlin tremble face à Washington. L'ambassadeur d'Allemagne aux États-Unis s'est inquiété des projets de vengeance que pourrait avoir Donald Trump à l'endroit de son pays, ainsi que, je cite, le risque de son arrivée au pouvoir pour la démocratie américaine. C'est un document confidentiel révélé dimanche par le quotidien Bild qui fait état de cette note interne à l'administration allemande. La sortie de ce document pourrait mettre en difficulté l'Allemagne, très alignée sur les projets belliqueux des démocrates, dans le cadre de retour de l'administration républicaine. Oxfam tire la sonnette d'alarme. Ce lundi, l'ONG Oxfam, présente dans plus de 90 pays, alerte sur l'aggravation des inégalités mondiales dans son dernier rapport. La richesse des milliardaires a augmenté de 2000 milliards de dollars en 2024, soit une croissance 3 fois plus rapide qu'en 2023. 204 nouvelles personnes sont devenues milliardaires cette année, soit 4 nouveaux milliardaires chaque semaine. Oxfam précise que plus d'un tiers des milliardaires ont hérité de leur fortune, alors que 44% de la population mondiale vit sous le seuil de la pauvreté. Pour lutter contre les inégalités, Oxfam propose des mesures pas très originales, comme la taxation des grandes fortunes et l'annulation des dettes des pays en développement.
Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent retrouver Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'analyste économique Olivier Delamarche pour évoquer l'avenir de l'UE et de l'euro avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que ça vous évoque ce retournement de veste de tous ces grands milliardaires qui n'étaient pas forcément tous républicains ? Ah non, mais ils étaient même à l'opposé. C'est simplement qu'ils ont la trouille. Ils se sont aperçus que probablement Trump allait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et ils n'ont aucune envie de se retrouver en tôle. Pour le Zoom du jour, le journaliste du Figaro Magazine, Jean Sévilla, présente son ouvrage « Les habits neufs du terrorisme intellectuel ». C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonne soirée à vous.